Dans les annonces qui ont pu être faites récemment, il y a l'objectif de renforcer le contrôle fiscal et à cette fin, de renforcer les pouvoirs de l'administration et les sanctions. Pour le transfert de la résidence fiscale, est-ce que c'est possible pour payer moins d'impôts ? Que l'État me dit non, Sana, toi tu n'es pas particulier, t'es professionnel. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, je risque quoi en réalité là ? Lorsqu'on a un compte qui n'a pas été déclaré, les revenus peuvent être contrôlés sur une période de 10 ans. Le moment où le contribuable quitte la France, en fait, il cède ses titres. Ouais, il y aura toujours du dumping fiscal. Déménager à Dubaï qui conduira à considérer que tu n'es plus résidente fiscale française. Tu n'y crois pas du tout du coup ? Non. Ok. 2,7 milliards de dollars, c'est le montant de l'ensemble de la capitalisation boursière des crypto-monnaies. Et en ce moment, c'est un sujet très controversé en Europe et en France. Et c'est avec Margot, donc avocate du cabinet Orwell, qu'on va traiter ce sujet. Merci de l'invitation. Merci à toi d'accepter l'invitation. Donc du coup, on va traiter le sujet de la crypto-monnaie et de la fiscalité plus principalement. Alors la première question, c'est quand est-ce qu'un Français est assujetti à la taxe ? Donc ça va dépendre de l'opération, du type d'opération réalisée. D'accord. Le plus commun, c'est le trading sur crypto. Donc les ventes de cryptoactifs. Dans ce cadre-là, les gains qui sont réalisés sont taxés selon le régime des plus-values sur actifs numériques lorsque l'activité elle est réalisée à titre non professionnel, c'est-à-dire dans le cadre de la gestion privée de son portefeuille, afin de le faire fructifier, de réaliser des placements. Dans ce contexte, les opérations qui vont être taxables, ce sont le passage en fiat, donc les ventes de crypto contre des euros, mais aussi les achats de biens ou de services avec des cryptos. En revanche, dans ce régime, les plus-values réalisées dans le cas des échanges crypto-to-crypto sont neutralisées. Donc, il n'y a pas d'impôt dessus. Ok, très bien. Donc, combien on est taxé en crypto-monnaie quand on fait de la plus-value ? Alors, le taux d'imposition, c'est le même que pour les plus-values sur actions, c'est 30%. 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% au titre des prélèvements sociaux. En sachant qu'on peut substituer le taux de 12,8, donc qui est forfaitaire, et soumettre ces plus-values au barème progressif de l'IR. Et donc le barème, c'est un barème qui fonctionne par tranche entre 0 et 45%. Donc en fonction de la situation des contribuables, ça peut être plus intéressant. Comment déterminer la plus-value, le montant de la plus-value ? Il faut comprendre que ce qu'on va soumettre à l'impôt, c'est la plus-value nette, qui est déterminée par la différence entre les plus-values et les moins-values réalisées au cours de l'année. Donc les moins-values vont s'imputer et diminuer l'assiette taxable. Pour déterminer cette plus-value nette, en fait, à l'occasion de chaque session, il va falloir calculer le gain ou la perte. Donc, la difficulté par rapport aux plus-values sur action, c'est que la formule de calcul, elle implique de tenir compte du prix total d'acquisition de son portefeuille de titres et de la valeur globale de ce portefeuille à la date de la cession. En sachant que on agrège les actifs numériques détenus par tous les membres d'un même foyer fiscal. Donc, en fait, en pratique, ça va conduire à ce qu'on soit taxé sur la plus-value latente, s'il y en a une, au niveau du portefeuille. Donc, par exemple, si tu vends une crypto pour 5 000 € et que tu as une plus-value latente de 50% sur ton portefeuille d'actifs, tu vas être taxé sur 5 000 fois 50%, donc 2 500 €, alors même que peut-être la crypto que tu vends, tu l'as acheté pour un prix inférieur. Et en fait, on voit la différence avec les actions, puisque quand tu achètes une action Total, Danone, la plus-value, c'est prix de cession moins prix d'acquisition. Donc, si tu cèdes pour moins cher que ce que tu achètes, tu as une moins-value. Ok, très clair. Du coup, on est taxé à combien exactement ? Donc, le taux de taxation, c'est 30%, donc sur cette plus-value nette. Et donc, concrètement, c'est 12,8% d'impôt sur le revenu, 17,2% de prélèvements sociaux, c'est comme pour les plus-values sur actions. Et on a la possibilité d'opter pour le barème progressif. Donc concrètement, au lieu d'être taxé à 12,8 au niveau de l'impôt sur le revenu, on soumet les revenus au barème progressif qui intègre tous les autres revenus du contribuable. Et les tranches varient entre 0 et 45%. Donc pour déterminer si cette option elle est vraiment intéressante, faut regarder le taux marginal d'imposition. Il y a une petite analyse à faire. Mais du coup, on peut être beaucoup plus taxé si on est qualifié comme professionnel. Oui, effectivement. Le régime qu'on vient d'exposer, c'est celui qui s'applique lorsque on agit dans le cadre de la gestion privée de son patrimoine. Si l'administration fiscale considère qu'on agit en réalité comme un professionnel, à titre de professionnel, on doit être taxé selon un régime d'imposition des bénéfices professionnels. Et la difficulté, c'est que dans cette hypothèse, il n'y a pas de neutralisation des opérations crypto-to-crypto. Donc, ces opérations sont taxables et concrètement, ça implique de déterminer la valeur en euros des cryptos reçus. Ok, mais du coup, quand est-ce que je peux savoir ou je peux me qualifier ? Est-ce que c'est moi qui va me qualifier en tant que particulier ou professionnel ? C'est quoi un peu les critères
pour différencier un particulier à un professionnel? Le seul fait de réaliser fréquemment des opérations ou de dégager des montants importants dans le cadre de ces sessions, ça suffit pas à considérer que la personne est un professionnel. En fait, l'idée, c'est de se dire, avoir une gestion active de son patrimoine et habile, ça ne signifie pas exercer une activité pro. Après, effectivement, il y a 2 critères qui présentent un caractère plus significatif. Ces critères, c'est l'ampleur des opérations réalisées, c'est-à-dire le volume des transactions. Et pour avoir une idée, on peut rapporter ce volume de transactions à la valeur de son portefeuille. Ensuite, on a la sophistication des outils qui vont être utilisés. Concrètement, le fait de maîtriser et d'utiliser des outils de trading complexes dans le cadre d'une véritable stratégie avec une analyse des risques qui est définie et le cas échéant, disposer de compétences professionnelles et les exploiter dans le cadre donc de ces opérations crypto, c'est un ensemble d'indices qui peut révéler l'exercice à titre pro de l'activité. Après, on peut se dire que le fait de faire un peu de margin ou du trade sur des contrats à terme, c'est pas suffisant pour considérer qu'on est professionnel. Donc il faut vraiment une vraie étape pour que l'État nous considère comme un professionnel. Donc on reste beaucoup plus dans le cas des particuliers. Parce que c'est vrai, en ce moment, il y a un peu cette question de quand est-ce que l'État va me qualifier en tant que professionnel. Ça fait un peu peur à tout le monde. Mais comment tu me l'expliques, c'est vraiment des cas, on va dire, très, très ajustables, très spécifiques. Ouais, c'est rare. En pratique, c'est rare. Ok, bon, ça, c'est rassurant. C'est rassurant parce que pour un vrai trader qui trade tous les jours, en réalité, il est considéré comme un particulier à la fin. Pas vraiment? Alors voilà, tout va dépendre tout dépend. Okay. de son niveau de compétences et des outils. Ok, très bien. C'est vrai, effectivement, le fait de faire des tradings, quelques opérations tous les jours, ou même de dégager des montants assez importants, c'est pas suffisant, mais faut une analyse un peu plus précise pour... Mais en soi, qui est-ce qui analyse ce critère-là? Le point, c'est que chaque contribuable déclare ses revenus, c'est un système déclaratif, et on est tenu, en principe, de déterminer le régime fiscal applicable à notre propre situation. Ah, donc c'est nous-mêmes qui devons définir si on est particulier ou professionnel. Et dans le cas où je me dis, bon, allez, je vais un peu gruger, je vais me mettre la case particulière, alors je suis une grosse tradeuse, on va mettre ça ce cas-là, et que l'État me dit, non, Sana, toi, tu n'es pas particulier, tu es professionnel. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je risque quoi en réalité là? Ah oui, donc dans ce cadre-là, si l'administration fiscale requalifie donc ton activité en disant voilà, tes plus-values sur actifs numériques, il aurait fallu les déclarer comme du bénéfice professionnel, ça va se dérouler d'une façon assez simple, c'est-à-dire la notification d'une proposition de rectification. Et dans cette proposition, elle va indiquer les raisons de droit de fait pour lesquelles elle considère que tu es pro. En principe, sauf hypothèse particulière, la procédure elle est contradictoire. Donc tu peux présenter tes observations si t'es pas d'accord. C'est un peu comme une médiation, c'est ça? Un petit peu, voilà. D'accord. En tout cas, c'est un échange. Okay. L'agent est d'accord. Si t'arrives à le convaincre. Ok, donc c'est un agent, donc je dois convaincre un agent que je suis pas professionnel mais particulier. Mais ça arrive, comme tu me l'as expliqué, c'est vraiment des cas rares. Ok, donc dans le cas où l'État me qualifie en tant que professionnel, est-ce que c'est possible que je conteste ce titre-là? Oui, tout à fait. En fait, la requalification en pro, elle va intervenir dans le cadre d'une procédure de contrôle, à l'issue de laquelle l'administration fiscale va te notifier une proposition de rectification. Dans cette proposition, elle va indiquer les raisons de droit, de fait, pour lesquelles elle considère que tu es professionnel. D'accord. Cette proposition, tu peux la combattre et donc présenter tes observations. Et ensuite, il y a toute une procédure. Si l'agent qui est en charge du contrôle n'est pas d'accord, tu peux saisir son supérieur hiérarchique. Puis, dans le cadre du rendez-vous, si ça n'aboutit pas, tu peux former une réclamation préalable. Et enfin, donc si ces démarches ne sont pas concluantes, tu peux introduire un recours juridictionnel. Et donc là, ce sera au juge de trancher le point de droit. Ah ouais, donc il y a vraiment une vraie procédure derrière ça. Exactement. C'est super clair, mais du coup, qu'est-ce que je risque si je ne déclare pas mes plus-values sur les crypto-monnaies? Le fait de ne pas déclarer ou de mal déclarer, ça va conduire à un redressement, donc devoir payer ce qu'on n'a pas payé, et également payer des intérêts de retard et une majoration. La majoration, elle peut être de 10, de 40 ou de 80% en fonction des circonstances. La majoration de 10, elle s'applique automatiquement, c'est le défaut de déclaration. Mais elle peut être substituée à une majoration plus importante, 40%, si l'administration fiscale considère et peut prouver que tu as sciemment pas déclaré, que tu savais et que tu as décidé de pas le faire. Et 80%, on est vraiment dans des cas assez j'ai envie de dire exceptionnel, puisqu'il faut prouver qu'on a mené des démarches actives pour dissimuler l'existence de ces opérations et éviter que l'administration fiscale ne puisse les découvrir. Est-ce que tu peux nous dire, Margot, si ce cas-là est déjà arrivé ou pas? Ou c'est vraiment des cas rares qui se passent par rapport
par rapport aux contribuables parce qu'en 2022, il y a déjà eu 20 000 personnes qui ont déclaré leur plus-value, soit plus de 400 millions d'euros. Et donc, du coup, on voit que les Français commencent aussi à déclarer leur plus-value. C'est vrai, mais en fait, ce chiffre, il inquiète un peu l'administration fiscale. Pourquoi ? Parce que c'est peu. Parce que là, concrètement, il y a les impôts qui arrivent, il faut bien vite déclarer ses impôts. Ouais. Mais là, par exemple, j'ai plein d'exchanges et je dois déclarer que j'ai des comptes ouverts un peu partout. Mais cela ne m'oblige pas à déclarer mes plus-values si mon argent reste dans l'écosystème des crypto-monnaies. Exactement. En fait, il y a 2 obligations déclaratives. Il y a le fait de déclarer ses plus-values ou moins-values sur crypto. Mais donc, effectivement, c'est uniquement lorsque on réalise une cession imposable. Lorsque c'est seulement des échanges crypto-to-crypto, c'est neutre, donc pas de déclaration à déposer. En revanche, il faut aussi déclarer ses comptes d'actifs numériques détenus, ouverts, clos, auprès de plateformes étrangères. Du coup, moi, je suis une grande fan des cartes crypto-monnaies et je les utilise quotidiennement. Et en fait, j'ai appris qu'elles sont également taxables. Est-ce que c'est vrai ? Effectivement, elles sont taxables, puisque en fait, dans le cadre de l'utilisation de ces cartes, donc toi, tu passes un ordre, tu vends des cryptos, sauf que le prestataire, derrière, il convertit en fiat et il reverse en fiat aux commerçants. Et dans cette hypothèse, c'est bien une opération taxable. Il n'y a pas d'exonération qui a été instituée. Un parlementaire avait proposé d'exonérer ce type de transaction lorsqu'elle était inférieure à 3 000 € par an, mais ça n'a pas abouti. Donc, en l'état, on reste imposé dessus. Ok, donc du coup, c'est pas vraiment utile d'utiliser les cartes bleues parce qu'à chaque fois que j'utilise ma carte bleue pour chaque opération, derrière, je suis taxée. Oui, effectivement, sur un plan fiscal, c'est pas intéressant et ça peut être assez compliqué au niveau du suivi des plus-values, moins-values, de devoir déclarer une plus-value parce que le portefeuille au global, il y a une plus-value latente. Après, il y a d'autres intérêts, autres que fiscaux. On peut se dire que l'avantage, c'est d'éviter de devoir soi-même convertir en euros les cryptos et le cas échéant d'être contraint de se justifier auprès de son établissement bancaire de la provenance des fonds lorsqu'on fait le transfert crypto vers compte traditionnel. Donc, ça assouplit un peu le process. Et puis, il me semble, après, je ne suis pas utilisatrice, il n'y a pas forcément des frais très élevés applicables lors du passage en fiat. Donc, ça peut être des éléments intéressants. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la réglementation future en France et en Europe sur le sujet de la crypto-monnaie ? Au niveau du contenu des obligations déclaratives, les plateformes vont devoir donc transmettre des informations sur l'identité des contribuables, donc des utilisateurs de ces plateformes, et des informations sur les transactions réalisées, donc le nombre d'opérations, le montant de crypto échangé, acheté, reçu, les dates des opérations. Donc du coup, en quoi cette directive, elle lutte contre la fraude fiscale ? Elle lutte dans le sens où elle permet à l'administration fiscale d'avoir beaucoup plus d'informations sur les opérations réalisées par les contribuables et de cibler ensuite les contrôles. Concrètement, elle va pouvoir faire des recoupements entre les informations qui lui sont transmises par les prestataires situés en France et par les autres administrations fiscales et recouper donc ces éléments avec ce que les contribuables déclarent, à la fois au niveau des plateformes sur lesquelles ils détiennent des cryptos et sur le montant des opérations réalisées. Donc, ça va contribuer à l'efficience du contrôle fiscal. Ok, donc en fait, c'est plutôt une transparence entre les exchanges et l'État. Exactement. Et en fait, cette obligation donc, d'échange d'informations entre les États et ce reporting qui pèse sur les plateformes, il existe déjà, donc cette obligation existe déjà en matière de comptes bancaires étrangers. Donc, quand on a des comptes à l'étranger, donc on est tenu de les déclarer. Et il y a aussi cet échange automatique d'informations qui existe donc depuis des années. C'est bien de faire le parallèle entre les comptes bancaires étrangers et du coup les comptes bancaires crypto entre guillemets. En fait, si on s'intéresse aux raisons pour lesquelles l'administration fiscale a besoin de ce type d'échange, ça s'explique par son champ d'intervention et son pouvoir qui est limité. Concrètement, l'administration en France, elle reçoit d'un ensemble d'acteurs situés en France automatiquement des informations sur les contribuables. Donc par exemple les salaires quand on est employé qui sont transmis par l'employeur. On a également les revenus financiers, donc le détail qui est transmis par les établissements bancaires dans lesquels on a des comptes, mais c'est la même chose aussi pour les assurances. Ou alors de manière dans un champ différent, les transactions qu'on réalise sur des marketplaces comme Airbnb ou Vinted, c'est également des éléments qui sont transmis automatiquement à l'administration fiscale. Et par ailleurs, elle a le pouvoir d'exercer un droit de communication auprès de ces mêmes acteurs en France. C'est soit un droit de communication qui va être ciblé, donc demander à telle entreprise, qui peut être un concessionnaire, les informations qu'il a sur
tel contribuable qui aurait acheté une voiture et donc demandé la facture, les modalités de paiement, etc. Ou même des demandes de renseignements qui sont non ciblées. Donc, demander à telle entreprise qui construit des piscines la liste de toutes les personnes qui, au cours des 18 mois, ont demandé à ce qu'une piscine soit construite chez eux. Donc, en fait, on comprend qu'en France, elle a un pouvoir assez étendu. En revanche, dès qu'on parle d'acteurs qui sont à l'étranger, c'est plus complexe, ça demande... donc, c'est pas impossible, hein. Donc, il existe des demandes d'assistance administrative entre les États, sauf que c'est moins souple. Alors que instituer un échange automatique d'informations, c'est plus simple, quoi. Ok, pour DAC 8, est-ce qu'il y a d'autres directives, d'autres réglementations qui vont s'appliquer ou s'ajouter à cette directive ? Oui, effectivement, on a le règlement MICA qui entre en vigueur donc c'est une entrée en vigueur qui est progressive entre juin de cette année et 2026. Concrètement, ce règlement, il encadre l'activité des entreprises qui fournissent des services liés aux cryptoactifs. Donc, par exemple, les plateformes d'échange de crypto, mais aussi les activités telles que l'administration, la conservation de crypto pour le compte d'un client, les ordres, donc l'exécution d'ordres sur crypto. Donc, c'est toutes ces activités-là qui vont être encadrées et soumises à un agrément obligatoire pour pouvoir, en fait, adresser ces propositions à un public qui est situé dans l'Union européenne. Et l'objectif, c'est à la fois de réguler le marché et de protéger le consommateur. Donc DAC 8, c'est vraiment pour les personnes individuelles, alors que MICA, c'est plutôt pour les entreprises, c'est ça ? Oui, voilà. DAC 8... particulier et MICA, entreprise. Ouais. Et du coup, en France, est-ce qu'il y a d'autres réformes, peut-être, qui s'appliquent ? Dans les annonces qui ont pu être faites récemment, il y a l'objectif de renforcer le contrôle fiscal et à cette fin, de renforcer les pouvoirs de l'administration et les sanctions. Donc, par exemple, a priori, on s'orienterait vers un alignement des règles de procédure et de sanctions applicables au niveau des cryptos à celles qui existent déjà en matière de comptes bancaires non déclarés. C'est-à-dire, quelles sanctions pourraient être appliquées ? Si on aligne les règles sur celles qui existent en matière de comptes bancaires non déclarés, en premier lieu, il pourrait y avoir une extension du délai de reprise. Donc, le délai de reprise, c'est le délai dans lequel l'administration fiscale elle est en droit de contrôler et de rectifier les déclarations. En principe, c'est 3 ans, mais lorsqu'on a un compte qui n'a pas été déclaré, les revenus peuvent être contrôlés sur une période de 10 ans, donc c'est assez important. Parce qu'en fait, si effectivement ça fait 10 ans qu'on a ce compte et des revenus non déclarés, le montant du redressement il peut être assez conséquent. Et au niveau des sanctions, on peut imaginer l'application de la majoration automatique de 80% qui existe déjà lorsqu'on a des rectifications liées à des revenus non déclaré sur un compte lui-même non déclaré. Ok, du coup, pour le transfert de la résidence fiscale, est-ce que c'est possible pour payer moins d'impôts ? En théorie, oui, c'est possible, puisque on est taxable en France sur les plus-values de cession de crypto uniquement si on est domicilié fiscalement en France. Donc, dans l'hypothèse où tu transfères ta résidence fiscale et tu cèdes ensuite, tu ne seras pas assujetti à l'impôt en France, mais dans ton nouvel état de résidence, sous réserve qu'il y ait un régime d'imposition qui existe. Il faut juste souligner que le transfert de résidence, il doit être effectif, et qu'on ne peut pas exclure que l'administration fiscale, sur la base des critères qui existent en droit français, considère que, en réalité, tu es toujours résident fiscal française. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que en droit français, il y a 3 critères qui permettent de déterminer si tu dois être regardé comme résident fiscal français. Le premier critère, qui est familial, c'est déterminer où est ton foyer. Et donc, c'est le lieu... En fait, c'est vérifier si en France, tu as ta résidence et tes liens familiaux les plus forts. Ensuite, on va vérifier si tu as ton activité principale en France. Donc ça, c'est un critère professionnel. Et le dernier critère, c'est un critère qui est économique et qui vise à déterminer si tu as le centre de tes intérêts économiques en France. Et donc, si un de ces critères est rempli, l'administration fiscale considérera, au regard du droit français, que tu es toujours résidente fiscale française. Et le point, c'est que si tu as déménagé et que ton nouvel état de résidence considère également que tu es résidente de cet état, de son état, dans cette hypothèse-là, il y a un conflit de résidence qu'il faut trancher. Pour pouvoir le trancher, il faut déjà il existe une convention fiscale. Et dans ce cas-là, on va regarder les critères de cette convention. Donc du coup, là, je réalise $1 million de bénéfices, de plus-value en crypto-monnaie, je suis résidence fiscale française, et disons que je ne veux pas payer d'impôts, donc je pars à l'étranger. Donc disons à Dubaï, parce que le taux d'imposition est très très faible. Est-ce que l'État peut me poursuivre parce que j'ai fait ce transfert-là et que c'est pas vraiment faire dans le cas où j'ai réalisé ces plus-values sur le territoire français ? Et en fait, comme ce qui compte, c'est ton état de résidence au moment où tu vends, indépendamment
de ton état de résidence au moment où tu achètes, elle ne pourra pas te poursuivre. L'administration fiscale ne pourra pas te poursuivre. Après, on ne peut pas exclure le risque qu'il y ait un contrôle et qu'elle essaie de déterminer si tu as vraiment transféré ta résidence fiscale à Dubaï. Concrètement, si, par exemple, tu as toujours une habitation en France parce que tu as gardé ton appartement, tu as toujours ton contrat de bail, elle peut être susceptible donc de s'intéresser aux dépenses que tu réalises toujours avec un compte bancaire français, aux retraits que tu réalises à proximité de cette habitation-là, les abonnements téléphoniques, les consommations d'électricité, de gaz, pour essayer de déterminer si en réalité tu n'aurais pas conservé le centre de ta vie personnelle et sociale en France. Auquel cas, c'est pas le fait de déménager à Dubaï qui conduira à considérer que tu n'es plus résidente fiscale française. En fait, c'est vraiment cas par cas et selon le mode de vie de la personne. Exactement. Et la situation la situation personnelle va influer sur la manière d'apprécier la résidence fiscale. Si tu as un époux, des enfants, le lieu où va vivre et travailler ton époux et le lieu de scolarisation de tes enfants, ça va être de véritables critères. Quand tu es célibataire, c'est vraiment ta vie sociale, ton quotidien qui va être examiné par rapport aux critères qu'on a évoqués précédemment. Ok, donc c'est vraiment cas par cas, personne par personne, c'est vraiment une vraie étude pour le redressement fiscal. Est-ce que l'État pourrait changer ses règles à l'avenir ? Oui, en fait, ce qui pourrait être changé, c'est le fait de pouvoir quitter la France sans payer de taxes. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, le portefeuille d'actifs numériques, ça rentre pas dans le champ de l'exit-tax. L'exit-tax, c'est un dispositif qui s'applique notamment pour les plus-values sur titre. Concrètement, quand un contribuable transfère son domicile fiscal hors de France et que, par exemple, il a un portefeuille de titres qui est supérieur à 800 000 €, il est redevable de l'exit-tax, c'est-à-dire taxable à 30% sur la plus-value latente. Concrètement, c'est une fiction, on fait comme si le moment où le contribuable quitte la France, mais en fait, il cède ses titres. Aujourd'hui, ce dispositif, il a été aménagé, donc il y a des mécanismes de sursis qui font que tu vas pas payer l'impôt au moment où tu pars, mais on va quand même le calculer, et si tu décides de céder tes titres X années avant un certain délai, ben, tu seras redevable de l'impôt en France. Donc à ce moment-là, tu auras les liquidités nécessaires et tu seras tenu d'aller déclarer à l'administration fiscale française que tu as peut-être quitté depuis 3 ans pour lui expliquer qu'effectivement tu as vendu et donc tu payes. Cette règle-là, le dispositif de l'exit-tax, c'est vraiment du protectionnisme fiscal et ça vise en fait à lutter contre une forme d'évasion ou d'opportunisme fiscal qui consiste donc à partir de France pour bénéficier d'un régime privilégié. Et au niveau des cryptos, on pourrait envisager que ce soit transposé. Et donc, dans cette hypothèse, on regarderait la valeur globale du portefeuille d'actifs et on pourrait considérer qu'à partir de tel seuil, dans ce cas-là, on devrait être taxé sur la plus-value latente. C'est super intéressant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on se focalise seulement sur ce qui se passe sur le moment, mais on ne réfléchit pas forcément à ce qui pourrait se passer plus tard. À l'avenir. Exactement. Est-ce que tu penses qu'il y aura une harmonisation des règles fiscales dans l'UE pour les cryptos ? Une harmonisation, ça semble difficile parce que la fiscalité, c'est un pouvoir qui est régalien. Et donc, ça rend complexe le fait d'harmoniser des règles d'assiette, de taux. On a pu le voir, par exemple, avec l'impôt minimum de 15% sur les bénéfices des multinationales. Ça a été un processus qui a été assez long. Je ne pense pas que ce soit un projet à terme. En revanche, on observe une harmonisation au niveau des procédures de contrôle, puisqu'on en a parlé avec DAC 8, et une harmonisation de tout ce qui est relatif à la réglementation des prestataires sur actifs numériques. Dans ce contexte-là, il y a pas de... il y a un vrai souhait de sécuriser le marché. Une harmonisation globale de l'UE, tu n'y crois pas du tout, du coup ? Non. Et du coup, ça sera encore plus compliqué d'harmoniser le monde entier avec certaines règles via les crypto-monnaies, du coup, au sein des crypto-monnaies. Ouais, il y aura toujours du dumping fiscal, le souhait de déterminer donc le lieu d'implantation de son entreprise ou sa résidence fiscale en fonction de la fiscalité applicable dans tel ou tel État, quoi. Merci Margot d'avoir pris le temps de venir à l'entretien et de répondre à l'ensemble des questions que j'ai pu te poser. Je te remercie, c'était un plaisir. En tout cas, c'était super intéressant et j'ai hâte de te revoir sur ma chaîne très prochainement. Merci.